Saïd Bouamama, donc sociologue et représentant du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Oui, un petit mot sur le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, une jeune organisation qui essaye de se structurer au niveau national pour que les questions, comme son nom l'indique, des immigrations et des quartiers populaires soient portées politiquement. Et donc nous existons actuellement dans 4 régions et espérons couvrir tout le territoire national bientôt, parce que nous avons, c'est ce que je vais essayer de vous dire en quelques minutes, nous sommes devant des échéances, devant des temps qui ne sont pas des temps qu'on peut regarder avec optimisme si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser. Si nous ne sommes pas capables d'imposer certains débats. Si nous ne sommes pas capables de construire des rapports de force sur un certain nombre de questions. En réalité, ce que je voudrais souligner, c'est que nous avons intérêt à devenir intransigeants, voire même méchants, sur certaines manières de poser les questions, certaines manières de penser le racisme, certaines manières abstraites d'expliquer les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. Si nous ne faisons pas ça, nous allons continuer à vivre ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un discours sur le racisme abstrait et un silence sur les racismes concrets que sont l'islamophobie, la homophobie et la négrophobie. Alors pour comprendre cela, il faut déjà se mettre d'accord sur ce que n'est pas le racisme. Le racisme, ça n'est pas une réalité éternelle. Ça n'est pas dans les gènes de l'homme. Ça n'a pas existé depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. C'est une théorisation qui hiérarchise les êtres humains pour offrir des privilèges à certains et des désavantages à d'autres. Et ça apparaît à partir du moment où un système social et économique qui est né en Europe a eu besoin de justifier comment on va à la conquête du monde et comment on esclavagise une partie de l'humanité, puis comment on la colonise. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaissent les théorisations racistes, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pour la première fois une hiérarchisation à partir de la soi-disant race qui, bien entendu, biologiquement n'existe pas. Seconde chose, le racisme n'est pas un sentiment. Saïmir l'a dit tout à l'heure, que quelqu'un n'aime pas les Arabes, ça ne nous fait rien. Que quelqu'un n'aime pas les Noirs, ça ne nous fait rien. Que quelqu'un n'aime pas les musulmans, ça ne nous fait rien. Tant qu'il n'a pas le pouvoir d'agir sur nos vies, tant qu'il n'a pas le pouvoir de rendre catastrophique notre avenir, tant qu'il n'a pas le pouvoir de faire des dégâts dans nos vies. Le racisme, c'est d'abord une réalité systémique, une réalité politique, une réalité qui est construite par en haut, et c'est important de bien distinguer cela, sinon on ne comprend plus rien. La troisième chose, c'est que le racisme n'est pas une réalité qui est la même à toutes les époques. Le racisme change de visage en fonction des contextes. Et c'est pour cela que parler du racisme de manière générale ne veut plus rien dire. Quelqu'un qui parlerait du racisme aujourd'hui sans prononcer les mots islamophobie, et vous avez eu raison de souligner, le gouvernement, ça lui fait mal de prononcer ce mot, le mot homophobie et le mot négrophobie, serait quelqu'un qui verse des illusions, qui sème des illusions. Un grand auteur qu'il faut relire, qui s'appelle Frantz Fanon, avait déjà souligné une des mutations du racisme. Frantz Fanon nous disait, jusqu'en 1945, le racisme s'est argumenté de manière biologique. Ça discutait ici dans les universités avec des sociologues, des économistes, des médecins, etc. pour mesurer le crâne des Noirs et le crâne des Blancs et montrer que l'un était supérieur à l'autre. C'était les sciences officielles qui se discutaient ici. Et donc le racisme s'argumentait de manière biologique. Et puis il y a eu quoi? Il y a eu le constat que la Seconde Guerre mondiale a montré à quoi mène cette manière de penser l'humanité. Et c'est lorsqu'effectivement ce racisme s'est appliqué à des Blancs, lorsque des Allemands ont dit les Français sont inférieurs, que là, il y a eu prise de conscience et le racisme biologique est devenu illégitime. Et il y a eu besoin de passer à une seconde forme de racisme. Et aujourd'hui, homophobie, négrophobie, islamophobie, c'est le résultat de ce processus de transformation, d'apparition de cette seconde forme de racisme, qui est la forme culturaliste de racisme. Plus personne quasiment ne dit qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Mais on nous dit, il y a des cultures supérieures et des cultures inférieures. Il y a des religions supérieures et des religions inférieures. Et c'est bien ça, l'enjeu aujourd'hui. Qu'on arrête de nous parler du racisme dans l'abstrait, il faut parler de ces théories et combattre les actes qui découlent de ces théories, qui hiérarchisent les cultures, qui hiérarchisent les religions, qui hiérarchisent les êtres humains à partir de ces critères. Et Fanon nous aidait également en nous disant, si vous voulez comprendre pourquoi ça bouge les formes du racisme, pourquoi les visages du racisme se transforment, il nous disait, il faut regarder 2 choses. 1, l'évolution des fonctions sociales. 2, la question de la légitimité. Sur l'évolution des fonctions sociales, donc vous voyez, on peut aussi comprendre pourquoi ça apparaît maintenant. Sur l'évolution des fonctions sociales, bien sûr que le racisme, l'islamophobie, la négrophobie et la homophobie
joue les mêmes fonctions que le racisme d'auparavant, en particulier créer du bouc émissaire. Mais nous aurions tort de nous limiter à cela. Nous aurions tort de nous limiter à cela, et malheureusement, trop d'organisations de gauche, d'extrême gauche, se contentent de répéter « c'est un bouc émissaire ». Ce n'est pas que cela. Ça a aussi une base matérielle. C'est une manière de structurer le marché du travail pour le tirer vers le bas. C'est une manière, avec les discriminations systémiques, c'est-à-dire ces discriminations massives, lorsqu'on s'appelle Mohamed, Fatima, vous avez vu le dernier reportage et la dernière enquête qui est sortie, si on est musulman, si physiquement, de l'extérieur, on peut avoir l'image d'un musulman, eh bien, on est condamné à avoir moins de chances que quelqu'un qui a les mêmes diplômes, la même biographie, etc. Et donc, ça a un effet sur le marché du travail. Quand on vit des discriminations de manière massive, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA. On baisse ses prétentions. On accepte des postes qu'on n'accepterait pas. Et c'est comme cela qu'un système global crée, dans cette société, une partie basse dans le monde du travail, un sous-prolétariat dans le prolétariat. Et le racisme a cette fonction-là de nous contraindre par la pression à accepter des choses que l'on n'accepterait pas autrement. Et nous dit Frantz Fanon, la seconde raison qui amène au changement de visage, c'est la légitimité. Et là, eh bien, il faut dire qu'on a aussi des choses nouvelles. On a aussi des choses nouvelles parce que dans le passé, on avait ce fameux, on aime bien au niveau du gouvernement nous dire le modèle français d'intégration. Ce fameux modèle d'intégration qui a mouliné, qui a travaillé, qui a assommé les immigrations antérieures, portugaises, polonaises, espagnoles, et qui s'est imposé à eux jusqu'à nier effectivement des choses qui leur étaient chères. Et puis voilà qu'arrivent de nouvelles immigrations qui, parce qu'elles ont connu la colonisation, qui, parce qu'elles héritent d'une dynamique de lutte et d'une dynamique culturelle particulière, refusent cette intégration, refusent, parce que derrière le mot intégration, c'est l'assimilation qu'il y a, refusent de disparaître dans toutes leurs différences. Un grand sociologue, Abdelmalek Sayad, qu'on n'étudie pas dans nos universités ou qu'on étudie à la marge, disait que dans ce système social, la place de l'immigration, la place que le système incombe laisse à l'immigration, elle est autour de 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'un bon immigré est un immigré invisible. Et voilà que vous portez le foulard, quand même, vous exagérez. Et voilà que vous commencez à être fier d'être noir. Et voilà que vous dites, je vais plus me défriser les cheveux. Et c'est-à-dire qu'on a une crise du système de domination qui fonctionnait antérieurement. Deuxièmement, c'était la seconde dimension imposée à l'immigration, c'était son apolitisme. Et voilà que nous avons maintenant des jeunes dans les quartiers populaires qui prétendent faire de la politique et qui prétendent donner leur point de vue. Eh bien ça aussi c'est insupportable et ça explique pourquoi par en haut descendent ces formes nouvelles de racisme. Et enfin troisièmement, nous dit Sayad, un bon immigré dans ce système c'est quelqu'un de poli. Et voilà qu'on a des jeunes de quartiers populaires qui disent « j'ai pas à être poli quand on me donne rien, j'ai pas à être poli quand on me domine, j'ai pas à être poli quand on me traite de manière inégalitaire ». C'est insupportable pour ce système et donc effectivement, il y a besoin de mettre une pression idéologique et ces formes de racisme construisent cela. Alors, pour ce faire, pour pouvoir imposer cela, on a besoin de quoi? On a besoin de 2 choses. On a besoin de diffuser à longueur d'antenne, à longueur de journée dans nos médias, des explications de type culturaliste. C'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer la misère des gens par leur boulot, leur chômage, leur niveau de revenu, on va l'expliquer par leur culture. Au lieu d'expliquer je recevais encore la semaine dernière une demande, moi je forme des travailleurs sociaux, une demande. Monsieur Boamama, venez nous expliquer pourquoi les Maghrébins se droguent. Voilà. Comme s'il y avait quelque chose dans la maghrébinité, dans la culture maghrébine. Voilà, c'est pas les conditions sociales, c'est pas les conditions économiques, c'est pas le rapport à la police et les humiliations que font la police, c'est pas ça qui peuvent conduire à un certain nombre de jeunes. Hein, ouais, c'est peut-être dans le camp. Ah ben, on a d'autres travailleurs sociaux qui vont lire le Coran pour comprendre le public qui va venir. Bref, on a besoin de diffuser que l'autre, c'est une réalité qui ne fonctionne pas comme nous et qui fonctionne de manière inférieure à nous parce que sa culture est inférieure à nous. Et on a besoin d'une seconde chose, parce que ça explique la négrophobie et l'islamophobie. Mais on a besoin d'une seconde chose. On a besoin de construire l'image d'une altérité radicale. Voilà, celui qui ne pourra jamais, on n'a rien de commun. Et ça, c'est le Rome. Et c'est pour cela que ce double besoin conduit aujourd'hui à ces 3 formes de racisme. Et c'est dire qu'à chaque fois qu'on laisse parler du racisme en général, sans dire oui, mais et l'islamophobie, qu'est-ce que vous en pensez? Et la homophobie, il faut pousser tous ceux qui prétendent être antiracistes à aborder
ces questions-là. Alors, cette forme de racisme, on l'aura compris, se construit par en haut. Je voudrais juste en donner deux exemples. Lorsqu'un Manuel Valls dit dans les médias, vous l'avez souligné, les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous autorise à les jeter dehors, à les considérer comme des ennemis, à les considérer comme des dangereux, etc. Lorsqu'on vote une loi sur le foulard en 2004, sur laquelle il faudra revenir, hein, tout le monde pense aujourd'hui que comme il n'y a pas de rapport de force, on va laisser passer. Tôt ou tard, cette loi, on aura à la remettre en cause et à la faire abolir. Maintenant, effectivement, c'est inimaginable parce que notre rapport de force n'est pas là, mais il ne faut pas perdre cette perspective-là. Lorsqu'on vote une loi sur le foulard en 2004, c'est-à-dire qu'on stigmatise à partir d'un signe vestimentaire lié à une religion, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On désigne un ennemi. Et un ennemi de quoi? De tout. Ennemi de l'école, ennemi de la laïcité, ennemi de l'émancipation des femmes. Et là, on crée l'image de celui que l'on peut taper, l'image de celui que l'on peut mépriser, l'image de celui que l'on peut abaisser. Et donc, on est bien sur la construction de quelque chose qui vient d'en haut. Mais on ne peut pas non plus aborder cette question sans prendre en compte les enjeux internationaux. Certains penseront que je vais trop loin, je reste persuadé que nous n'aurions pas eu l'acuité des attaques que nous connaissons aujourd'hui si nous n'étions pas dans une nouvelle séquence historique. Cette nouvelle séquence historique, c'est le déclenchement entre les puissances européennes, états-uniennes, Japon, etc., d'une guerre pour le repartage des sources de pétrole, de gaz et de minerais stratégiques. Et pour justifier des guerres en Irak, en Afghanistan, en Syrie, il faut diffuser l'image d'un islam qui fait peur et contre lequel il faut absolument nous unir pour aller combattre. Mais aussi les minerais stratégiques en Afrique. Et pour ça, il faut diffuser une image du noir qui culturellement n'est qu'un tribaliste, qui font des guerres juste par... c'est dans leur culture, c'est comme ça, etc. Et donc ça permet de ne pas expliquer les guerres parce qu'il y a de l'uranium à tel endroit, parce qu'il y a du coltan à tel autre endroit, etc. Et donc l'islamophobie a une fonction internationale de justification des nouvelles guerres coloniales qui se mettent en place aujourd'hui. C'est dire l'enjeu collectivement de ne pas accepter l'injonction de ne pas parler de ces formes de racisme et d'en rester à des formes générales, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et ça va même très loin, puisque le délégué interministériel, entendez bien, à la lutte contre les discriminations, on aurait pu s'attendre que lui soit un peu plus fin que les autres, nous dit, attention, tous les racismes ne se valent pas. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils nous disent homophobie, islamophobie et négrophobie, c'est les formes contemporaines, donc c'est ça la priorité. Non, non, non. Il nous dit l'antisémitisme, c'est la seule forme de racisme contre laquelle ça vaut le coup de se battre. Et il refuse de prononcer le mot islamophobie. On a donc bien une opération étatique de hiérarchisation des racismes visant à ne pas parler de certaines formes du racisme, justement celles qui font des dégâts au quotidien dans notre vie quotidienne. En conclusion, si j'ai pas dit que des bêtises, vous aurez compris que si nous ne voulons pas laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un monde dans lequel, génération après génération, le stigmate d'être musulman, le stigmate d'être noir, continue à justifier des inégalités, si on continue comme ça, si on ne se bat pas aujourd'hui, si on n'est pas capable de créer du rapport de force aujourd'hui, eh bien nos enfants et petits-enfants continueront à vivre ça. En réalité, la société française est en train de se transformer à l'image des États-Unis, dans lequel les petits-enfants d'esclaves sont encore discriminés. Alors ça, quand je dis ça, je sais que c'est une insulte pour ceux qui disent « nous, on a le meilleur modèle d'intégration, etc. » Mais nous avons aujourd'hui ce que n'ont pas connu les Italiens, les Polonais, les Portugais, pour lequel le racisme et la xénophobie s'est arrêté à la première génération. Là, maintenant, quand vous êtes un enfant de maghrébin, quand vous êtes un petit enfant de musulman, quand vous êtes un petit enfant d'arabe, vous continuez à être regardé comme non-français. Vous continuez à être regardé comme français inférieur. Et donc c'est une réalité nouvelle, ça se transforme en système et on a besoin d'agir là-dessus. Alors comment agir? Je terminerai là-dessus, je ne vais pas développer. Nous avons besoin de nous unir, nous avons besoin de nous organiser et nous avons besoin d'imposer nos propres mots, nos propres théories, nos propres agendas et pas répondre aux agendas des autres. Et puis dans l'immédiat, eh bien, on a une échéance qui est le 31 octobre. Il y a la marche de la dignité qui est une grande marche dans lequel c'est une marche d'affirmation autonome, d'affirmation politique. C'est important d'en faire un succès. Donc notez tout sur vos agendas et surtout, ramenez vos enfants, ramenez vos voisins, ramenez tout le monde, faisant de cette marche le premier pas d'une reconstruction.